Chapitre 20. Ramassé par la police. Vers 2 heures de l'après-midi, il se trouvait à 170 km à l'ouest, et Jack Sawyer avait lui aussi l'impression de courir avec la lune, tant les choses s'étaient bien passées. Malgré une faim dévorante, Jack sirotait doucement son eau dans la timbale rouillée, en guettant le réveil de Wolf. Finalement, celui-ci s'agita. « Prêt, Jack !» dit-il, avant de hisser le gamin sur son dos et de gagner Delville au trot. Tandis que Wolf restait dehors, assis sur le trottoir, en tâchant de ne pas se faire remarquer, Jack pénétra dans le Burger King de Delville. D'abord, il se rendit aux toilettes pour hommes et se dénuda jusqu'à la taille. Même dans les lavabos, l'odeur affolante de la viande grillée lui mettait l'eau à la bouche. Il se rinça les mains, les bras, la poitrine, la figure, puis, la tête plantée sous le robinet, il se lava les cheveux avec du savon liquide. Des serviettes en papier froissé voltigèrent l'une après l'autre sur le sol. Enfin prêt, il se présenta au comptoir. Là, la fille en uniforme le dévisagea pendant qu'il passa sa commande. Ses cheveux mouillés, pensa-t-il. En attendant que la commande arrive, la fille recula et s'adossa au passe-plat, le regard toujours aussi effronté. Il attaquait son premier whooper quand il se retourna vers les portes vitrées. Du jus dégoulinait sur son menton. Il était si affamé qu'il mâchait à peine. 3 énormes bouchées eurent presque raison du gros sandwich. Au moment où il se bourrait la bouche une 4e et ultime fois, Jack vit par la vitre que Wolf avait attiré une foule d'enfants. La viande se congela sur sa langue, son estomac se ferma. Jack se rua à l'extérieur, s'évertuant à avaler sa ration de bouffe hachée, pain mou, pickles, laitue, tomates et sauce. Plantés dans la rue, les gosses encerclaient Wolf de 3 côtés, le fixant tout aussi impudemment que la serveuse avait fixé Jack. Wolf se recroquevillait sur le trottoir du mieux qu'il pouvait, le dos rond et le cou renfoncé comme celui d'une tortue. La boule d'aliments se coinça dans la gorge de Jack, telle une balle de golf, et bien qu'il ne déglutît frénétiquement, elle ne descendit que d'un cran. Wolf l'aperçut du coin de l'œil et se détendit ostensiblement. 2 mètres plus loin, un grand type de 20 ans en jean ouvrit la portière d'un pick-up rouge cabossé, s'appuya à la carrosserie et observa la scène en souriant. « Prends un burger, Wolf !» lança Jack aussi désinvolte que possible. Il tendit la boîte à Wolf, lequel la renifla, puis, relevant la tête, en engloutit un énorme morceau. Il se mit à mastiquer méthodiquement. Épatés et fascinés, les enfants se rapprochèrent davantage. Certains gloussaient de rire. « Comment s'appelle-t-il » s'enquit une petite fille, avec des couettes blondes, nouées par un élégant ruban cadeau rose. « C'est un monstre » Un gamin de 7 ou 8 ans, avec des cheveux en brosse, se glissa devant la fillette. « C'est Hulk, n'est-ce pas ? C'est vraiment Monsieur Hulk ? Eh non ?» Wolf avait réussi à extraire les reliefs du whooper de son emballage en carton. De la paume de la main, il fourra le tout dans sa poche. Des bouts de laitue tombèrent entre ses genoux relevés. De la mayonnaise et du jus de viande lui barbouillèrent le menton, les joues. Tout le reste se transforma en une pulpe brunâtre, hachée menue entre les puissants crocs de Wolf. À peine eut-il avalé qu'il entreprit de lécher l'intérieur de la boîte. Jack lui retira délicatement l'emballage des mains. « Non, c'est juste mon cousin, et pas un monstre ni Monsieur Hulk. Pourquoi ne nous laissez-vous pas tranquilles, hein, les gosses ? Allez-vous-en, laissez-nous tranquilles. » Ils continuèrent à traîner. À présent, Wolf se suçait les doigts. « Si vous persistez à le fixer comme ça, vous risquez de le rendre furieux. Je sais pas ce qu'il ferait une fois fou furieux. » Le gosse avec la coupe en brosse avait assez souvent vu la métamorphose de David Banner pour se faire une idée de ce que la colère pourrait provoquer chez ce monstrueux carnivore de Burger King. Il recula d'un pas. La plupart des autres l'imitèrent. « Allez-vous-en, s'il vous plaît !» dit Jack. Mais les enfants s'immobilisèrent de rechef. Les poings serrés, Wolf se dressa aussi haut qu'une montagne. « Que Dieu vous pile ! Ne me regardez pas !» beugla-t-il. « Ne vous moquez pas de moi ! Tout le monde se moque de moi !» Les mômes s'éparpillèrent. Haletant, la figure cramoisie, Wolf les observa sans bouger, qui dévalait Main Street et disparaissait au carrefour. Quand tous furent partis, il s'entoura de ses bras et coula un regard vers Jack. Sa confusion faisait peine à voir. « Wolf n'aurait pas dû crier, » énonça-t-il. « Ils étaient encore petits. »« Une bonne frousse ne leur fera pas de mal, » rétorqua une voix. Et Jack remarqua que le jeune homme à la voiture rouge était encore à côté à sa portière, tout souriant. «
Moi-même, je n'avais rien vu de pareil auparavant. Cousin, dites-vous. Soupçonneux, Jack hocha la tête. Je ne voulais pas être indiscret ou quoi que ce soit. Il s'avança. Jeune homme amène, aux cheveux bruns, avec un gilet sans manches et une chemise écossaise. Je n'ai pas du tout envie de me moquer de quiconque actuellement, vous savez. Il s'interrompit, leva les mains, paume vers le ciel. Vraiment, je pensais seulement que vous, les gars, aviez l'air de vieux routards. Jack jeta un coup d'œil à Wolf qui s'étreignit encore de honte, mais n'en fusillait pas moins l'intrus derrière ses lunettes rondes. Moi aussi, je l'ai été, poursuivit l'autre. Tu piges? L'année où j'ai quitté ce bon vieux DHS, Delville High School, tu sais, j'ai fait du stop jusqu'en Californie du Nord et pour le retour, pareil. Bref, si vous allez vers l'ouest, je peux vous prendre. Peux pas, Jackie. Wolf tonitruait en aparté. Jusqu'où? Demanda Jack. Nous essayons de rejoindre Springfield. J'ai un ami à Springfield. No problemo, señor. Il leva à nouveau ses mains. Je vais justement du côté de Cayuga, tout près de la frontière de l'Illinois. Laissez-moi avaler un burger et on file. D'une traite. Dans 1h30, peut-être moins, vous serez à mi-chemin de Springfield. Peux pas, grinça à nouveau Wolf. Il y a un seul problème, ok? J'ai de la marchandise sur la banquette avant. L'un de vous deux devrait voyager derrière. Ce n'est pas l'air qui lui manquera. Vous ne vous doutez pas à quel point c'est formidable, s'exclama Jack, qui ne disait autre chose que la vérité. On vous retrouve dès que vous revenez. Wolf se mit à danser d'excitation. Jurez, nous serons là, monsieur. Et merci. Il se tourna pour chuchoter à l'oreille de Wolf, sitôt que l'homme eut franchi les portes. C'est ainsi que lorsque le jeune homme, Bill Buck Thompson, car tel était son nom, retourna à son pick-up chargé de 2 emballages de Whopper supplémentaires, il trouva un Wolf tranquillement agenouillé sur la plateforme, les bras accoudés à l'une des ridelles, bouche ouverte, le nez déjà dressé. Jack était sur le siège du passager, encombré d'une pile de volumineux paquets en plastique qui avaient été ficelés, puis fermés avec des agrafes et enfin abondamment arrosés de déodorants domestiques, à en juger le parfum. Les parois translucides des sacs laissaient voir de longues boutures vert tendre, semblables à des fougères. Des grappes de punaises grouillaient sur ses frontes amputées. « Il m'a semblé que vous aviez encore un peu faim », annonça-t-il en lançant un autre Whopper à Wolf. Puis il se glissa à la place du chauffeur, séparé de Jack par le tas de sacs en plastique. « Je croyais qu'il l'attraperait entre ses dents, sans vouloir critiquer ton cousin. Tiens, prends celui-ci, il a déjà pulvérisé le sien. » Et ils parcoururent 150 km vers l'ouest. Wolf, ivre de joie de sentir l'air lui fouetter le visage, à demi hypnotisé par la vitesse et la diversité des odeurs que son nez repérait au vol. Les yeux étincelants et rougeoyants, attentif à chaque nuance du vent, Wolf sautait d'un côté à l'autre derrière l'habitacle, tendant ses narines dans la tourmente. Buck Thompson se présenta comme fermier. Il déblatéra sans interruption durant les 75 minutes où il garda le pied au plancher, et ne posa pas une seule question à Jack. Et lorsqu'il s'engagea sur un étroit chemin de terre, juste à l'entrée de la ville de Cayuga, il piocha dans sa poche de poitrine et en sortit une cigarette légèrement biscornue, roulée dans un papier presque arachnéen. « On m'a parlé d'œil rouge, dit-il. Mais ton cousin est cocasse. » Il fourra la cigarette dans la main de Jack. « Fais-lui en prendre un peu quand il s'énerve, tu veux ? Ordre du médecin. » Machinalement, Jack glissa le joint dans la poche de sa chemise et descendit de l'auto. « Merci, Buck, lança-t-il au conducteur. « Mec, j'ai eu la sensation d'assister à quelque chose quand je l'ai vu manger, » répondit Buck. « Comment fais-tu pour le sortir ? Tu cries « En avant, en avant !» Une fois que Wolf eut compris que la promenade était terminée, il sauta à bas de la camionnette. Le pick-up rouge démarra, laissant un long panache de poussière derrière lui. « On recommence !» bramait Wolf. « Jackie, on recommence !»« J'aimerais bien, bonhomme, » dit Jack. « Viens, marchons un peu. Il passera probablement quelqu'un. » Il pensait que sa chance avait tourné quand, en un rien de temps, lui et Wolf traversaient la frontière de l'Illinois. Il n'avait jamais douté que les choses iraient sur des roulettes, une fois arrivés à Springfield, à Tire School et à Richard. Mais l'esprit de Jack revivait encore partiellement l'épisode de la cabane, où ce qui est irréel boursoufle et déforme tout ce qui est réel. Et lorsque les mauvais effets recommençaient à se produire, ils se produisaient si vite qu'il était incapable de les contrôler. Jack ne vit pas l'Illinois avant longtemps, et dans l'intervalle, il se retrouva dans la cabane.
L'ahurissante accélération des événements qui conduisit au foyer du soleil se déclencha 10 minutes après que les deux garçons eurent dépassé la sommaire petite pancarte, leur disant qu'ils étaient à présent à Cayuga, 23 568 habitants. Cayuga, proprement dite, restait invisible. À droite, la plaine ondulait sous les interminables plantations de maïs. À gauche, un champ nu leur permettait de voir où la route tournait, puis filait droit vers l'horizon plat. Juste au moment où Jack constatait qu'il devrait sans doute marcher à pied jusqu'en ville avant de trouver un nouveau chauffeur, une voiture apparut sur cette route, roulant à grande vitesse dans leur direction. « Voyage à l'arrière » hurla Wolf, levant allègrement ses bras par-dessus tête. « Wolf, voyage à l'arrière, ici et maintenant !»« Elle ne va pas dans le bon sens, » dit Jack. « Reste calme et laisse-la nous dépasser, Wolf. Baisse tes bras, sinon il va croire que tu lui fais signe. » À contre-cœur, Wolf descendit ses bras. La voiture était presque arrivée au virage qui l'amènerait directement à hauteur de Jack et de Wolf. « Pas de voyage à l'arrière, alors ?» demanda Wolf avec une moue quasi puérile. Jack secoua la tête. Il scrutait un médaillon ovale peint sur la poussiéreuse portière blanche de l'auto. Cela aurait pu être la commission des parcs du comté, ou le comté de protection de la nature de l'État. N'importe quoi, depuis le véhicule officiel de l'ingénieur agronome jusqu'au bien du service des ponts et chaussées de Cayuga. Mais lorsqu'elle s'engagea dans le virage, Jack reconnut une voiture de police. « C'est un flic, Wolf. Un policier. Continue à marcher et reste bien détendu. Nous n'avons pas envie qu'il s'arrête. »« Qu'est-ce qu'un foliacé ?» La voix de Wolf avait dégringolé de plusieurs registres. Il voyait bien que la voiture fonçait désormais droit sur eux. « Est-ce qu'un foliacé tue des loups ?»« Non, » répondit Jack. « Il n'en tue absolument jamais. » Mais cela n'eut aucun effet. Wolf enferma la main de Jack dans la sienne qui tremblait. « Lâche-moi, je t'en prie, Wolf, » implora Jack. « Il va trouver ça bizarre. » Wolf laissa retomber sa main. Comme la voiture de police se rapprochait, Jack jeta un coup d'œil à la silhouette au volant, puis fit demi-tour et revint en arrière de quelques pas, de sorte à pouvoir surveiller Wolf. Ce qu'il avait aperçu n'était guère rassurant. Le policier qui conduisait arborait un visage autoritaire, large et terreux, avec des paquets de graisse blême à la place des pommettes. De plus, la physionomie de Wolf trahissait la terreur. Ses yeux, ses narines se dilataient, il découvrait ses dents. « Tu as vraiment aimé voyager à l'arrière de cette camionnette, n'est-ce pas ?» l'interpella Jack. Son expression de terreur s'estompa, et Wolf ébaucha même un sourire. Le véhicule de police passa en trombe. Jack sentit que le conducteur tournait la tête pour les inspecter. « Parfait, » dit Jack. Il poursuit sa route. C'est bon, Wolf. Il repartait lorsqu'il entendit soudain s'amplifier à nouveau le bruit de l'auto. « Foliacé revient !»« Il retourne probablement à Cayuga, » le rassura Jack. « Tourne-toi et fais exactement comme moi. Ne le regarde pas. » Wolf et Jack continuèrent leur chemin, feignant d'ignorer l'auto qui semblait se traîner exprès derrière eux. Wolf émit un son entre le gémissement et le hurlement. Le véhicule de police déboîta afin de les doubler, fit clignoter ses stops et puis s'arrêta devant en travers de la route. L'officier ouvrit brutalement sa portière et posa ses pieds par terre, après quoi il s'extirpa de son siège. S'il était à peu près de la taille de Jack, tout son poids se concentrait dans sa figure et son estomac. Ses jambes étaient maigres comme des allumettes, ses épaules et ses bras ceux d'un homme normalement constitué. Sa bedaine, emmaillotée dans l'uniforme marron telle une dinde de 15 livres, débordait de chaque côté du large ceinturon. « J'ai pas le temps, » dit-il, en tendant le bras adossé à la portière ouverte. « Racontez-moi votre histoire, allez !» Wolf vint se nicher derrière Jack et arrondit le dos, les mains fourrées au fond des poches de sa salopette. « Nous allons à Springfield, inspecteur, » répondit Jack. « Nous avons fait du stop. Je crois que peut-être nous n'aurions pas dû. »« Tu crois que peut-être vous n'auriez pas dû ? Sainte canule ! Qui est ce type qui essaye de passer pour ton ombre ? Un Wookie ? » ?»« C'est mon cousin. » Un instant, Jack réfléchit frénétiquement. L'histoire devait être suffisamment amendée pour inclure Wolf. « Je suis censé le ramener chez lui. Il habite Springfield avec sa tante Hélène. Je veux dire ma tante Hélène, celle qui est institutrice,
à Springfield. Pourquoi? Il s'est échappé de quelque part? Non, rien de tel. C'était seulement que... Le flic le regardait, l'air inexpressif, la figure congestionnée. Vos noms. À présent, le gamin était face à un dilemme. Wolf ne manquerait pas de l'appeler Jack, quel que fût le nom qu'il donnerait au flic. « Je m'appelle Jack Parker », articula-t-il. « Et voici... » « Attends, je veux que le débile me le dise lui-même. Allez, toi, tu te rappelles ton nom, bourrique ?» Wolf se tortillait derrière Jack, le menton enfoncé dans la bavette de sa salopette. Il marmonna quelque chose. « J'ai pas entendu, fiston. »« Wolf, » chuchota-t-il. « Wolf. Probable que j'aurais dû deviner. Quel est ton prénom? À moins qu'il ne t'ait donné qu'un numéro. » Wolf plissait hermétiquement les yeux et se dandinait sur ses jambes. « Allons, Phil !» intervint Jack, pensant que c'était un des rares noms dont Wolf pouvait se souvenir. Mais il avait à peine dit cela que Wolf leva la tête et redressa le corps en braillant. « Jack! Jack! Wolf! Jack !»« Nous l'appelons Jack parfois, » expliqua le gamin, sachant que c'était déjà trop tard. « C'est parce qu'il m'aime tant. Parfois je suis le seul à pouvoir en tirer quelque chose. Il est même possible que je reste à Springfield quelques jours de plus, juste pour être sûr qu'il se réhabitue. »« Sûr que je suis fatigué de t'entendre, l'ami Jack. Pourquoi ne montes-tu pas derrière avec ce bon vieux Jack Phil? Nous irions en ville éclaircir tout ça. » Comme Jack ne bougeait pas, le policier posa une main sur la crosse de l'énorme pistolet qui pendait à sa ceinture serrée à craquer. « Grimpez dans l'auto. Lui d'abord. Je veux savoir ce que vous faites à 200 km de chez vous un jour d'école. Dans l'auto. Tout de suite !»« Ah, inspecteur !» commença Jack. Et dans son dos, Wolf geignit. « Non, peut pas !»« Mon cousin a un problème, » reprit Jack. « Il est claustrophobe. Les espaces réduits, spécialement les intérieurs de voitures, le rendent malade. Nous pouvons seulement voyager en pick-up, de sorte qu'il puisse rester à l'arrière. »« Grimper dans l'auto !» répéta le policier, et de s'avancer d'un pas et d'ouvrir la portière arrière. « Peut pas !» brama Wolf. « Wolf, peut pas ! Ça pue, Jackie. Ça pue là-dedans !» Son nez et sa lèvre faisaient des plis en se retroussant. « Tu le fais monter ou je m'en occupe ?» lança le flic à Jack. « Wolf, cela ne durera pas longtemps, » dit Jack, en attrapant la main de Wolf, qui la lui abandonna à contre-cœur. Jack le tira vers la banquette arrière du véhicule, Wolf traînant littéralement les pieds sur la chaussée. Pendant quelques secondes, cela parut marcher. Wolf parvint assez près de l'auto pour frôler la carrosserie, puis son corps tout entier fut pris de tremblements. Il se cramponna des deux mains à l'encadrement de la portière. On eût dit qu'il allait tenter de fendre le toit en deux, comme fait un Hercule de foire avec le bottin. « S'il te plaît !» dit Jack doucement. « Il le faut !» Mais Wolf était terrifié et trop dégoûté par ce qu'il avait pu renifler. Il secoua violemment la tête. De la salive coulait de sa bouche et dégouttait sur le toit de l'auto. Le policier contourna Jack et décrocha quelque chose d'un mousqueton de son ceinturon. Jack eut juste le temps de voir que ce n'était pas son pistolet avant que le flic n'abattît expertement son air de bœuf sur le bas du crâne de Wolf. Le torse de celui-ci s'affala sur le toit de l'auto, et puis tout Wolf s'effondra gracieusement sur la chaussée poussiéreuse. « Passe de l'autre côté !» ordonna le flic, remettant sa matraque en place. « Nous finirons bien par rentrer ce gros tas de merde dans le véhicule. » 2 ou 3 minutes plus tard, après qu'ils eurent à 2 reprises laissé retomber le lourd corps insensible de Wolf sur la chaussée, ils fonçaient en direction de Cayuga. « Je sais d'avance ce qui va t'arriver, ainsi qu'à ton débile de cousin, si vous êtes vraiment cousin, ce dont je doute. » Le flic dévisagea Jack dans son rétroviseur, et ses prunelles semblaient trempées dans du goudron frais. Le sang de Jack ne fit qu'un tour dans ses veines, et son cœur cogna dans sa poitrine. Il se rappelait la cigarette dans sa poche de chemise. Il vérifia à tâtons, puis retira sa main avant que le flic pût lui faire une réflexion. « Il faut que je lui remette ses chaussures, » tenta Jack. « Elles sont tombées. »« Laisse !» dit le flic, sans pour autant faire d'autres objections, lorsque Jack se pencha. Une fois hors de son champ de vision, celui-ci enfila d'abord l'un des mocassins décousus sur le talon nu de Wolf,
puis sortit en vitesse le joint de sa poche et l'enfourna dans sa bouche. Il mordit en plein dedans, et des filaments secs se répandirent sur sa langue avec un bizarre goût de tisane. Jack entreprit de les mastiquer. Quelque chose lui gratta la gorge. Il se redressa brusquement, plaqua sa main devant sa bouche et essaya de tousser les lèvres fermées. Quand son malaise fut dissipé, il se dépêcha d'avaler toute la marijuana, plutôt gluante maintenant à cause de la salive. Jack passa sa langue sur ses dents afin de récupérer le moindre brin. « Il y a quelques surprises qui t'attendent, » railla le policier. « Tu vas recueillir un peu de soleil dans ton âme. »« Du soleil dans mon âme ?» répéta Jack, croyant que le flic l'avait vu fourrer le joint dans sa bouche. « Plus quelques ampoules aux mains, » ajouta le flic, qui foudroyait gaiement du regard le reflet coupable de Jack dans son rétroviseur. L'hôtel de ville de Cayuga était un ténébreux labyrinthe de couloirs mal éclairés et d'étroits escaliers, qui, contre toute attente, semblaient donner en haut, côte à côte, avec des salles également étroites. L'eau chantonnait et gargouillait dans les canalisations. « Que je vous explique une chose, les gosses, » dit le policier en les poussant vers le dernier escalier à droite. « Vous n'êtes pas en état d'arrestation, pigé ? Seulement en garde à vue aux fins d'interrogatoire. Je n'ai pas envie d'entendre vos conneries sur le droit au téléphone. Vous restez à l'ombre jusqu'à ce que vous nous disiez ce que vous êtes et ce que vous mijotez, » poursuivit le flic. « Vous m'entendez ? À l'ombre, nulle part. Nous allons voir le juge Fairchild. Il est magistrat, et si vous ne dites pas la vérité, il vous en coûtera de sacrées graves conséquences. À l'étage, dépêchons !» En haut de l'escalier, le policier poussa une porte. Une femme d'âge mûr, avec une robe noire et des lunettes à monture métallique, leva les yeux d'une machine à écrire placée de biais contre le mur opposé. « Encore 2 fugueurs !» annonça le policier. « Prévenez-le que nous sommes là. » Elle hocha la tête, décrocha son téléphone et prononça quelques mots. « Vous pouvez entrer » leur dit la secrétaire dont les yeux erraient de Wolf à Jack et vice-versa. Le flic les bouscula à travers l'antichambre et ouvrit la porte d'une pièce 2 fois plus spacieuse, garnie de livres sur un large panneau et de photos, diplômes et certificats sous verre sur un autre. Les hautes fenêtres en face avaient les stores baissés. Un homme grand et maigre, vêtu d'un complet sombre, d'une chemise blanche froissée et d'une étroite cravate sans motif défini, se tenait debout derrière un bureau de bois écaillé qui devait mesurer au moins 6 pieds de long. Les rides sur le visage de l'homme formaient une carte en relief, et ses cheveux étaient si noirs qu'ils devaient être teints. Encore visibles, des relents de fumée de cigarettes flottaient dans l'air. « Eh bien, que nous amènes-tu, Frankie ?» Sa voix sonnait étonnamment grave, presque théâtrale. « Des gosses que j'ai ramassés sur French Lick Road, après chez Thompson. » Les rides du juge Fairchild se tordirent en un sourire quand celui-ci examina Jack. « As-tu ta carte d'identité sur toi, mon fils ?»« Non, monsieur, » répondit Jack. « Alors raconte-moi ton histoire. » Il fit le tour de son bureau, déchirant les nuages étals de fumée juste au-dessus de sa tête, et s'assit à moitié sur le coin le plus proche de Jack. En louchant, il s'alluma une cigarette. Jack vit les yeux pâles et creux du juge le scruter à travers la tabagie, et sut qu'il n'exprimait aucune sympathie. Encore la plante carnivore. Jack prit sa respiration. « Je m'appelle Jack Parker. C'est mon cousin. Et lui aussi s'appelle Jack, Jack Wolf. Mais son vrai nom est Philippe. Il séjournait chez nous à Delville parce que son père est mort et que sa mère est tombée malade. Je le ramenais à Springfield. » Simple d'esprit, non ? Un peu lent, reconnut Jack, qui jeta un coup d'œil à Wolf. Son ami paraissait à peine conscient. « Comment s'appelle ta mère ?» demanda le juge à Wolf, lequel ne réagit en aucune manière. Ses yeux étaient clos et ses mains enfoncées dans ses poches. « Elle s'appelle Hélène, » suppléa Jack. « Hélène Vaughan. » Le juge décolla du bureau et se dirigea vers Jack à pas lents. « As-tu bu, mon fils ? Tu n'as pas l'air dans ton assiette. » Arrivé à la hauteur de Jack, le juge se pencha en avant. « Fais-moi sentir ton haleine. » Jack ouvrit la bouche et expira. « Non, pas d'alcool. » Le juge se redressa. « Mais c'est le seul point sur lequel tu dis la vérité, n'est-ce pas ? Tu essayes de me monter un bateau, petit ?
« Je regrette que nous ayons fait du stop, » répliqua Jack, conscient qu'il devait désormais faire très attention à ses paroles. Non seulement ce qu'il disait pouvait influer sur leur remise en liberté à lui et à Wolf, mais il éprouvait quelques difficultés à former ses mots. Tout semblait se passer au ralenti. Comme dans la cabane, les secondes échappaient au métronome. En réalité, nous en avons fait à peine, parce que Wolf, c'est-à-dire Jack, déteste être enfermé dans une voiture. Nous ne le referons plus. Nous n'avons rien fait de mal, monsieur, et c'est la vérité vraie. « Tu sembles ne pas comprendre, fiston, » dit le juge. Et ses yeux lointains luisaient de nouveau. « Il y prend plaisir, » comprit Jack. Le juge Fairchild retourna lentement derrière son bureau. « L'autostop n'est pas la question. Vous deux, les garçons, vous vous baladez seuls sur les routes, venant de nulle part, n'allant nulle part. Une véritable source d'ennui. » Sa voix coulait comme du miel. Or, nous possédons ici, dans ce comté, ce que nous jugeons être une commodité des plus inhabituelles, garantie et subventionnée par l'État, entre parenthèses, qui pourrait avoir été fondée expressément pour le bénéfice de gamins comme vous. Cela s'appelle le Saint Foyer du Jardinier du Soleil pour garçons indisciplinés. Les résultats de Gardner, un vrai jardinier, avec les jeunes gens à problème, tiennent quasiment du miracle. Nous lui avons confié quelques spécimens difficiles. Et en un rien de temps, il obtient que ces garçons se mettent à genoux pour implorer le pardon de Jésus. Maintenant, je dirais que c'est assez spécial, n'est-ce pas ? Jack déglutit. Il avait la bouche encore plus sèche que dans la grange. « Monsieur, il est vraiment urgent que nous allions à Springfield. Tout le monde va s'inquiéter. »« J'en doute fort, » dit le juge, souriant de toutes ses rides. « Mais je vous le promets. Dès que vous autres, petits farceurs, prendrez le chemin du Foyer du Soleil, je téléphonerai à Springfield pour tâcher d'avoir le numéro de cette Hélène Wolf, non ? Ou est-ce Hélène Vaughan ? Vaughan, acquiesça Jack, et la fièvre lui fit monter le sang au visage. Oui, dit le juge. Wolf secoua la tête en clignant des paupières, puis posa une main sur l'épaule de Jack. Tu reprends tes esprits, fiston ? Sans qui le juge. Peux-tu me dire ton âge ? Wolf cligna encore des yeux et regarda Jack. 16 ans, dit Jack. Et toi ? 12. Oh, je t'aurais cru un peu plus vieux. Raison de plus pour veiller à ce qu'on prenne soin de toi dès à présent, avant qu'il ne t'arrive de graves ennuis. N'est-ce pas ton avis, Frankie ? Amen, dit le policier. Vous deux revenez me voir dans un mois, reprit le juge. Nous verrons alors si vous avez retrouvé la mémoire. Pourquoi as-tu les yeux si rouges ? Je les sens tout drôles, répondit Jack. Le policier aboya. Il avait éclaté de rire, comprit Jack avec une seconde de retard. Emmène-les, Frankie, ordonna le juge. Il empoignait déjà le téléphone. Vous allez changer pendant ces 30 jours à compter d'aujourd'hui. Croyez-moi. Pendant qu'il redescendait le perron de l'hôtel de ville en briques rouges, Jack demanda à Frankie Williams pourquoi le juge s'était informé de leur âge. Le flic s'immobilisa sur la dernière marche et tourna sa figure enflammée vers Jack pour le regarder méchamment. « En général, ce vieux soleil les prend à 12 et les libère à 19. » Il ricana. « Tu me dis ne l'avoir jamais entendu à la radio. C'est sans doute la plus grande curiosité que nous possédions dans le coin. Je suis sûr et certain qu'on connaît ce sacré jardinier du soleil même là-bas, à Delville. » Ses dents étaient de petits chicots colorés, irrégulièrement espacés. 20 minutes plus tard, ils se retrouvaient en pleine campagne. Wolf avait grimpé sur la banquette arrière de la voiture et, chose étonnante, sans faire trop d'embarras. Frankie Williams avait sorti sa matraque du ceinturon. « Tu en vas encore, espèce de foutu cinglé !» menaça-t-il. « Qui sait, ça pourrait te rendre intelligent !» Wolf avait tremblé, son nez s'était plissé, mais il avait suivi Jack dans l'auto. Plaquant immédiatement sa main sur ses narines, il s'était mis à respirer par la bouche. « Nous fuirons cet endroit, Wolf !» lui avait murmuré Jack à l'oreille. « Un jour ou deux, c'est tout, et nous verrons comment faire. »« Interdiction de bavarder !» fit savoir le siège avant. Jack se sentait étrangement détendu. Il était certain qu'il trouverait un moyen de s'évader. Il se renversa contre le siège en sky, la main de Wolf cramponnée à la sienne, et regarda défiler les champs. « La voici !»
annonça Frankie Williams à l'avant. Votre future maison. Jack aperçut une congrégation surréaliste de hauts murs en briques érigés au milieu des terres. Trop haut pour qu'on voie de l'autre côté, les murs du foyer étaient surmontés de 3 rangs de fils barbelés et de tessons de bouteilles encastrés dans du ciment. À présent, la voiture longeait des champs inféconds, bordés de clôtures, où alternaient les barbelés et le fil de fer normal. « Il y a 60 arpents par ici, » commenta Williams. « Et le tout est entouré de murs ou de clôtures, vous pouvez me croire. C'est l'œuvre des gamins eux-mêmes. » Un large portail de fer interrompait l'enfilade de murs, là où la petite route débouchait devant le domaine du foyer. Dès que la voiture de police se fut engagée dans l'allée, les grilles s'entr'ouvrirent, commandées par quelques cellules photoélectriques. « Caméra vidéo !» expliqua le policier. « Ils sentent la chair fraîche. » Jack se pencha en avant et appuya son visage contre le pare-brise. Des garçons en veste de treillis travaillaient dans les prés de chaque côté, à biner, à ratisser, à pousser des brouettes. « Les 2 merdeux que vous êtes m'avaient rapporté 20 sacs, » dit Williams. « Plus 20 autres pour le juge Fairchild. C'est pas génial ?